Voici l'histoire traduite et adaptée au contexte français, avec des noms, âges et détails culturels modifiés. Elle m'a appelé son colocataire. Nous étions au 34e étage d'une fête d'entreprise sur le toit, en plein centre-ville de Lyon, rempli de jeunes pousses de la tech, de sourires de relations publiques et d'une prétention orchestrée. Le genre d'événement où chaque mot semble répété, et chaque verre de vin est un CV déguisé. Sophie, ma femme depuis 6 ans, était dans son élément. Robe parfaite, posture parfaite, foule parfaite. Puis vint son introduction. Voici Thomas, dit-elle, me jetant à peine un coup d'œil, mon colocataire. Des rires, maladroits, dispersés, polis. Mon estomac se serra. Je me suis tourné lentement vers elle, un verre de vin dans une main, ma retenue dans l'autre. J'ai vu le scintillement dans ses yeux. Elle a admis que ça sonnait drôle, léger, mais il n'y avait aucune blague dans sa voix. Aucun clin d'œil, aucun rattrapage. Alors, j'ai souri. En fait, dis-je assez fort pour traverser le bourdonnement des conversations, je suis son mari. Les rires cessèrent, les têtes se tournèrent. Les sourires de ses collègues se figèrent à mi-chemin. Les joues de Sophie rougirent rapidement et chaudement. Thomas, s'il te plaît. Je plaisantais juste. Juste quoi? J'ai penché la tête, mes yeux rivés sur les siens, juste en train de faire semblant que je n'existe pas. Elle m'a tiré à part par le coude, son sourire toujours agrafé pour la foule. Tu es sérieux là, sifflait-elle à voix basse. Tu fais une scène. Non, c'est toi qui as fait une scène. Tu m'as amené ici et m'as présenté comme ton colocataire. Comme un type qui dort dans ta chambre d'amis. Pas ton mari, pas ton partenaire, juste un type insignifiant à ta botte. C'était une blague, Thomas, rétorqua-t-elle. Remets-toi. Tu trouves vraiment ça drôle, dis-je en m'approchant. Tu récoltes des applaudissements en jouant la célibataire pendant que je suis là à avoir l'air de ton stagiaire non rémunéré. Elle cligna des yeux, hésita. Cette pause fut tout. C'est là que j'ai su que ce n'était pas un faux pas. C'était une stratégie. Thomas, dit-elle entre ses dents, on ne peut pas faire ça ici. Je me suis penché, baissant ma voix. Tu l'as déjà fait et je suis parti, pas en trombe, juste parti, calme, stable, comme si je venais de goûter la vérité et que je n'aimais pas la saveur. Nous sommes rentrés en silence. J'ai regardé la ligne d'horizon disparaître dans le rétroviseur, pensant à combien de temps j'avais été son ombre sans m'en rendre compte. Une fois à la maison, elle a retiré ses talons, imperturbable, sans colère. Elle a versé un verre d'eau comme si rien ne s'était passé. Tu ne vas pas laisser tomber, n'est-ce pas, demanda-t-elle, sans me regarder. Tu ne m'as pas seulement humilié, Sophie. Tu m'as effacé. Elle ricana. Tu es dramatique. Non, je suis honnête, ce qui est apparemment plus que ce que je peux dire de toi ce soir. Elle se détourna, marmonnant, c'est toujours quelque chose avec toi. Celle-là frappa plus fort que prévu. Je suis resté là, la regardant marcher dans le couloir comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Et c'est là que ça a fait tilt. Elle n'a pas oublié de m'appeler son mari. Elle a choisi de ne pas le faire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté dans l'obscurité, écoutant le bourdonnement du ventilateur de plafond, et le silence entre nous s'étirait, plus long et plus aigu. Une seule pensée tournait en boucle dans mon esprit. Si elle pouvait me traiter comme un accessoire en public, quoi d'autre avait-elle décidé que je n'avais pas besoin de savoir? Je travaille dans le développement logiciel. Je ne suis pas flamboyant, pas bruyant. Je fais le travail. Je paie les factures. Je suis là. Je n'ai jamais eu besoin de reconnaissance. Mais le respect, ce n'est pas facultatif. Elle a fait son coup ce soir. Subtil, stratégique et irrespectueux. Maintenant, c'est mon tour, et croyez-moi, je ne joue pas fort, mais je joue longtemps. Le lendemain matin de la fête, notre maison ressemblait à n'importe quel autre samedi en banlieue, le soleil se glissant à travers les rideaux de lin, le café en train de couler, les oiseaux gazouillant comme si rien n'avait craqué. Mais je me suis réveillé avec une décision ancrée dans ma colonne vertébrale. Sophie était déjà dans la cuisine, fredonnant doucement pour elle-même comme si la nuit dernière n'avait été qu'un rêve. Sa robe de chambre était attachée proprement, ses cheveux relevés dans ce chignon négligé qu'elle ne portait qu'à la maison. Elle avait l'air décontractée, indifférente, peut-être même suffisante. Je n'ai pas dit un mot en passant devant elle et j'ai ouvert mon ordinateur portable sur le comptoir.
Tu veux des œufs, demanda-t-elle. Son ton était léger, artificiel. Je n'ai pas répondu, j'ai continué à cliquer sur les onglets jusqu'à ce que j'arrive à l'écran de connexion de nos comptes conjoints. 2 clics plus tard, son accès avait disparu. Pas de drame, pas d'annonce, juste le son discret d'un clavier utilisé pour tracer une ligne. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis versé une tasse de café. Elle se tourna, le front légèrement plissé. Il s'est passé quelque chose avec le Wi-Fi? Je ne peux pas consulter l'application bancaire. J'ai bu une gorgée de café. Non. Elle cligna des yeux. Bizarre. Ça dit que je n'ai pas accès. Je me suis dirigé vers le réfrigérateur, l'ai ouvert et j'ai sorti la crème. Tu n'as pas? Elle me regarda fixement, les bras figés à mi-chemin vers son téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire? Je la regardai, calme. Les colocataires ne paient pas les factures. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, mais aucun son n'en sortit. Puis le flash dans ses yeux apparut. Celui que j'avais vu à la fête, masqué derrière un rire. Maintenant, il brûlait avec quelque chose de plus aigu. Tu te moques de moi, rétorqua-t-elle. Tu as révoqué mon accès. Tu te comportes sérieusement comme un petit garçon mesquin à cause d'une blague. J'ai pris une autre gorgée. C'est drôle comme rien de tout cela ne ressemblait à une blague de mon côté de la pièce. Elle s'avança, la voix s'élevant. J'ai travaillé tout aussi dur que toi pour construire cette vie. Ne l'oublie pas. Oh, je n'ai pas oublié, dis-je. Je me souviens exactement à quel point tu as travaillé dur pour faire semblant que je n'étais pas ton mari hier soir. Pour te positionner comme une icône autodidacte pendant que j'étais là à tenir ton sac à main. Mon Dieu, tu es tellement susceptible, marmonna-t-elle en faisant les 100 pas, tu prends tout personnellement. Non, Sophie, je prends le mariage personnellement. Cela l'arrêta. Juste un instant, la colère tomba et quelque chose comme de la culpabilité vacilla derrière ses yeux. Mais ce fut parti aussi vite. Je n'ai pas besoin de ton argent, dit-elle sèchement. Je peux le gagner moi-même. Je compte là-dessus, répondis-je. Bonne chance. Sa mâchoire se serra. Tu te prends pour une sorte de martyr maintenant? Non, je pense que je suis un homme qui en a marre d'être un paillasson. Le silence qui suivit n'était pas celui de la guerre froide. C'était le genre qui épaissit l'air comme du brouillard, rendant même la respiration une confrontation. Elle resta là, pieds nus sur le carrelage, réalisant soudain qu'elle jouait à un jeu sans savoir que les règles avaient changé. J'ai fini mon café, rincé la tasse et l'ai posé doucement dans l'évier. Puis je suis passé devant elle, pas en colère, pas bruyant, juste fatigué de jouer le jeu. Pendant les quelques heures suivantes, nous avons flotté dans la maison comme des étrangers lors d'une visite libre, chacun faisant semblant de ne pas regarder l'autre. J'ai tondu la pelouse. Elle a réorganisé le porte-épices. Nous n'avons pas parlé. Mais à la fin de la journée, la maison semblait différente. Plus légère d'une étrange manière, comme si quelque chose avait craqué, mais pas complètement cassé. Je ne la punissais pas. Je rééquilibrais simplement la balance. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti à nouveau un homme. Une semaine passa. Une longue semaine glaciale et interminable. Notre maison en banlieue devint un musée silencieux. Lumière à minuterie. Repas cuisinés séparément. Le réfrigérateur rempli de témoins silencieux. Des courses pour lui et pour elle. Des restes non touchés. 2 cartons distincts de lait d'amande. Nous parlions à peine. Juste le strict nécessaire. Tu peux bouger ta voiture? Un colis est arrivé pour toi. Tu as sorti les poubelles? Chaque mot semblait passer à travers un filtre nettoyé de toute émotion. Mais sous la politesse, quelque chose de bien plus les mijotait. Et je savais que ce n'était pas fini. Loin de là. Puis vint le jeudi soir. Je venais de rentrer du travail, j'avais desserré ma cravate, j'étais à mi-chemin d'un revisionnage de The Wire sur le canapé, parce que pourquoi pas. Quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir trop tôt, Sophie était rentrée. Ça ne devait pas arriver. Elle restait plus tard au bureau toute la semaine. Heures supplémentaires, prétendait-elle, des échéances clients. Mais maintenant, elle trébucha, ses clés tintant trop fort, ses talons claquant sur le parquet avec moins de grâce que d'habitude. Ses yeux étaient rouges. Je n'ai rien dit, j'ai juste mis la télévision en sourdine.
Elle laissa tomber son sac à main avec un lourd soupir et retira ses talons comme s'il l'avait trahi, passa devant moi et se dirigea vers la cuisine. J'ai entendu la bouteille de vin se déboucher, un plouf dans un verre, puis le bruit de son retour. Je la regardai et pendant une seconde, juste une seconde, je ne l'ai presque pas reconnue. Elle avait l'air dévastée, affaissée sur le bord du canapé. Elle fixait le mur comme s'il l'avait personnellement insultée. Puis après un long silence, j'ai été viré. Je clignai des yeux. De la boîte? Elle hocha lentement la tête, prenant une gorgée. Ils ont dit que c'était pour faute comportementale. Des absurdités sur les dynamiques internes et donner le mauvais ton. Le jargon des RH. Ça a l'air sérieux. Oh, s'il te plaît, rétorqua TL. Tu penses que je suis la seule à flirter pour avancer dans cet endroit? C'était ça. Je me suis penché en arrière sur le canapé, gardant mon expression illisible. Alors, flirter, Thomas? Elle se tourna pour me faire face maintenant, sa voix plus douce. Je n'ai rien fait de si grave. Juste des jeux de bureau. Un faux pas. La mauvaise personne l'a pris personnellement. Je ne répondis pas, je la regardais simplement tisser son histoire avec précaution comme une araignée reconstruisant sa toile. Je n'aurais pas dû plaisanter à propos du colocataire, ajouta-t-elle. Ce n'était pas juste. Je ne dis toujours rien. Je la laissai méditer. Elle attendit, prit une autre gorgée. Tu ne vas rien dire? Je rencontrai enfin son regard. Ça dépend. C'était des excuses ou une répétition? Son visage se crispa. J'essaie de te parler. Vraiment, dis-je, penchant la tête. Parce que ça ressemble beaucoup à de la préparation. Elle me regarda fixement, le verre tremblant dans sa main. J'ai perdu mon emploi, Thomas. Et j'ai perdu ma dignité, dis-je calmement. Mais un seul de nous semblait s'en accommoder. Sa bouche s'ouvrit, se referma. Je me levai lentement, me dirigeai vers l'évier et me versai un verre d'eau. Elle ne me suivit pas. Je ne jubilais pas. Je n'essayais pas de gagner quoi que ce soit. J'en avais juste assez de faire semblant que ces excuses signifiaient quoi que ce soit à moins qu'elles ne soient accompagnées de changements. Ce qu'elle m'a donné ce soir n'était pas du remords. C'était une stratégie. Et je n'avais aucune intention de jouer le jeu. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Non pas à cause de ce que Sophie avait dit, mais à cause de ce qu'elle n'avait pas dit. Son timing, les larmes, le regret soigneusement placé. Tout cela semblait trop orchestré. Comme quelqu'un qui pleure pendant une performance. Non pas parce qu'il ressent le rôle, mais parce qu'il le doit. Vers minuit, je suis monté en voiture. Pas de destination, pas de plan, juste le bourdonnement du moteur et les routes tranquilles en dehors de Lyon, éclairées par les réverbères orange et une lune assez nette pour fendre mes pensées. Je me suis garé près du lac et je suis resté là. Fenêtre ouverte. L'air nocturne inondant l'habitacle. Puis mon téléphone vibra. Numéro inconnu, pas de nom, pas de message, juste une épingle. Un lieu. Un café près de Cérézin-du-Rhône. Au milieu de nulle part. Le genre d'endroit où les secrets se sentent chez eux. Normalement, j'ignorerais quelque chose comme ça. Mais cette nuit-là, mon instinct me dit d'y aller. J'ai suivi l'adresse sur une route de campagne jusqu'à ce que je le voie. L'Eyes. Une enseigne néon clignotante au-dessus d'un parking presque vide. À l'intérieur, l'endroit sentait le vieux café et les mensonges frais. Il n'y avait qu'un seul homme dans une cabine près de la fenêtre. Fin trentaine, début quarantaine peut-être. Blouson en cuir, sac d'ordinateur portable à côté de lui. Il avait l'air de ne pas avoir dormi correctement depuis des semaines. « Thomas » demanda-t-il en m'approchant. J'ai hoché la tête avec prudence. « Oui. » Il fit un geste vers l'autre côté de la cabine. « Je m'appelle Marc. J'ai travaillé avec Sophie. Je ne me suis pas assis. Pourquoi suis-je ici ?» Il fit signe à la serveuse pour un café, puis se pencha. « Parce qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir sur votre femme. » Je me suis assis. Il sortit son téléphone et le posa face contre terre entre nous. Pas menaçant, juste préparé. Sophie avait une liaison, dit-il. Avec notre patron, Julien Dubois. Je ne réagis pas. Je ne tressaillis pas. Je le regardais fixement, attendant que la vérité se révèle entièrement. Elle ne flirtait pas seulement pour une promotion, continua Marc.
Elle couchait avec lui. Tout le monde le savait. Elle pensait qu'elle pourrait grimper les échelons jusqu'au sommet, mais ça a mal tourné. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demandai-je. Il but une gorgée de café. « Parce que j'ai connu ça. Mon ex-femme a fait la même chose. La seule différence, c'est que je ne l'ai découvert qu'après qu'elle ait vidé nos comptes et soit partie avec le type. Au moment où j'ai réagi, j'avais déjà perdu la maison, le chien et la moitié de ma putain de retraite. Je détournai le regard une seconde. Les néons bourdonnaient doucement au-dessus. « Alors, quel est votre intérêt ?» demandai-je. Il haussa les épaules. « Aucun intérêt. C'est juste que je ne veux peut-être pas voir un autre gars se faire dévorer en essayant de jouer au noble. Vous avez des preuves ?» Il hocha la tête. « Pas ici, mais j'y ai accès. Email, rapport RH, même les documents officiels de licenciement. Il suffit d'une poussée et je peux les mettre entre vos mains. » Je l'étudiai un long moment. « Pourquoi m'aider ?» Il esquissa un sourire fatigué. « Appelez ça le karma. Appelez ça une thérapie. Ou peut-être que je veux juste avoir l'impression d'avoir enfin fait quelque chose de bien. » Finalement, je pris une inspiration. Une profonde, puis une autre. Il ne s'agissait plus seulement d'une blague à une fête. C'était la guerre. Et je commençais enfin à comprendre le champ de bataille. Je ne lui ai pas dit que j'avais rencontré Marc. Je n'ai pas mentionné le restaurant, la confession, le fil qu'il m'avait tendu. J'attendais juste de dérouler toute son histoire. Non, cela aurait été trop facile. Au lieu de cela, j'ai attendu. Le lendemain matin, devant des œufs brouillés et un café noir, j'ai appelé mon avocat depuis le garage. Discrètement, avec précaution, c'était un ami de mon père, à l'ancienne, discret. Je lui ai dit ce que je soupçonnais, ce que je savais et ce que j'attendais. « Avez-vous des preuves ?» demanda-t-il. « Pas encore, mais ça arrive. » Il fit une pause. « Alors, tenez bon. Ne montrez pas vos cartes. La seconde où elle saura que vous bougez, elle prendra un avocat très vite. Vous n'avez qu'une seule chance de faire ça proprement, Thomas. Faites-la compter. » Cette phrase me resta en tête. Une seule chance. Alors, j'ai joué la carte de la tranquillité. Pendant les jours suivants, j'ai vécu ma vie comme si tout était parfaitement normal. J'ai tondu la pelouse, sorti les poubelles, payé les factures. J'ai même demandé à Sophie si elle voulait quelque chose de l'épicerie. Elle a dit du beurre d'amande. J'en ai acheté 2 et elle a changé aussi, comme si un interrupteur avait été actionné. Soudain, elle pliait mon linge, préparait le dîner, riait de mes blagues sèches comme si elles signifiaient quelque chose à nouveau. Elle a même posé son téléphone pendant les repas. A recommencé à utiliser des mots comme « nous ». Cela aurait été touchant si je n'avais pas déjà vu derrière le rideau. Je savais ce que c'était. Elle ne reconstruisait rien. Elle se repositionnait. Après avoir perdu son emploi, après m'avoir vu prendre mes distances, après que la tension ait finalement brisé le silence, elle était passée en mode survie. La gentillesse n'était pas de l'affection, c'était une assurance. Elle pensait qu'elle avait encore une chance d'écrire le prochain chapitre, et je l'ai laissé le croire parce que j'avais besoin de temps. Marc et moi avons échangé des SMS discrètement. Il a dit qu'il fouillait dans les archives de l'entreprise, essayant de ne pas éveiller les soupçons. « Donnez-moi encore 2 jours » a-t-il écrit. « Vous aurez tout. » Je lui ai dit d'en prendre 3. Diable, d'en prendre 5. Je n'étais pas pressé. Plus maintenant. Parce que pour la première fois depuis des mois, je me sentais en contrôle. Pas en colère, pas désespéré, juste stable. Une nuit, pendant que Sophie était à l'étage dans le bain, je me suis assis dans le salon et j'ai fait défiler nos photos de mariage sur mon téléphone. Non pas par nostalgie, non pas pour pleurer, mais pour me rappeler à quel point j'avais autrefois mis de moi-même dans quelque chose qui était maintenant plein de fissures. Nous étions là, il y a 6 ans, elle dans cette robe blanche élégante. Moi dans un costume bleu marine qui ne me convenait pas tout à fait. Nous sourions, de vrais sourires avant les promotions, avant les jeux de pouvoir. Avant qu'elle ne commence à me voir comme un marchepied au lieu d'un partenaire. Je n'étais pas amer. J'en avais juste fini. Le lendemain matin, elle est descendue dans une robe d'été, son maquillage léger, son ton plus doux que d'habitude. Je pensais, dit-elle en posant son café à côté du mien, ma sœur et Grégoire n'ont pas vu la maison depuis un moment.
On pourrait peut-être les inviter ce week-end. J'ai haussé un sourcil. C'est soudain. Elle haussa les épaules. J'ai juste pensé que ce serait sympa. Leur montrer qu'on est toujours solide. C'était là encore. Ce mot montrer. Pas de ressentir, pas de réparer, juste montrer. Je lui ai offert un petit sourire et j'ai dit, bien sûr, faisons ça. Elle rayonna, m'embrassa la joue, sortit en fredonnant comme si nous étions de jeunes mariés à nouveau. Et moi, je suis monté, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vérifié mes emails. Toujours rien de marque. Mais je ne m'inquiétais pas parce que certains jeux ne se gagnent pas avec des mouvements rapides. Ils se gagnent en attendant le moment exact où votre adversaire pense que vous avez arrêté de jouer. Le samedi arriva avec un ciel chaud et des rires forcés. Le jardin ressemblait à une page de magazine. Sophie s'en était assurée. Des hortensias frais sur la table, des coussins assortis sur les chaises. Même les verres à vin avaient des serviettes assorties. Elle salua sa sœur Juliette et le mari de Juliette, Grégoire, avec le genre de chaleur forcée que l'on réserve aux gens à qui on veut faire croire que tout va bien. De grands sourires, des embrassades rapides, un rire un peu trop long. Je regardais depuis le porche, une bière à la main, faisant semblant d'admirer le barbecue. Thomas appela Juliette. Waouh, ça fait une éternité. Je souris. Trop longtemps. Grégoire me tapota le dos comme si nous étions encore à l'université, comme si rien n'avait changé. Nous échangeâmes des banalités, le foot, les embouteillages, le prix de l'essence. Tandis qu'à l'intérieur de moi, quelque chose de plus tendu s'enroulait. Le dîner fut servi juste au moment où le soleil plongeait derrière les arbres. Des steaks, une salade, une sorte de plat aux herbes que Sophie disait avoir vu sur un blog culinaire. Elle versa généreusement du vin, maintint la conversation. Alors, dit Juliette, souriante. Comment va le couple star? Sophie rit. Un peu trop vite. On survit encore en banlieue. Survivre, répétai-je, faisant tournoyer le vin dans mon verre. C'est un choix de mots intéressant. Elle me jeta un coup d'œil, un léger avertissement, comme un pied qui pousse quelqu'un sous la table. Je rencontrai son regard et le tins juste une seconde de trop. Puis je me tournai vers Juliette avec un sourire. Eh bien, je suis juste content d'avoir enfin récupéré mon titre. Juliette cligna des yeux. Quel titre? Marie. Je pris une lente gorgée. Pendant un moment, je n'étais que le colocataire. Silence. Cela atterrit plus fort que prévu. La fourchette de Grégoire se figea en l'air. Juliette jeta un coup d'œil à Sophie, confuse. Sophie se figea, son verre de vin à mi-chemin de sa bouche. Oh, dit-elle, essayant de se reprendre. Thomas plaisante. Blague interne. Vraiment? Une chose idiote du travail. Non, c'était à une fête, dis-je, toujours souriant. Une de tes fêtes, si je me souviens bien, en centre-ville, sur un joli toit. Tu m'as présenté à tout le monde comme ton colocataire. Ça a fait toute une impression. Sophie laissa échapper un rire. Tendu, fragile. C'était une blague. Bien sûr que ça l'était, dis-je doucement, me penchant en arrière. Mais tu sais ce qu'on dit, les blagues contiennent toujours une petite vérité. L'air s'amincit. Le bourdonnement des cigales dehors sembla soudain trop fort. Grégoire éclaircit sa gorge. En tout cas, les steaks sont excellents, mon vieux. Merci, dis-je, mais je ne la quittai jamais des yeux. Elle portait sa panique comme un parfum, subtil mais indubitable. Le reste du dîner avança péniblement. Sophie tenta de reprendre le contrôle. Des questions pétillantes, de nouveaux sujets, même un toast. Mais j'avais déjà fendu la surface, et tout le monde le ressentait. Après que Juliette et Grégoire soient partis tôt, bien sûr, la maison redevint silencieuse. Sophie claqua la porte du lave-vaisselle plus fort que nécessaire. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que quoi? Ce petit commentaire. Le truc du colocataire. Juste honnête, dis-je, la voix calme. N'est-ce pas ce que nous sommes tous censés être maintenant? Elle ricana. Tu essaies de m'embarrasser devant ma famille. Non, dis-je, je te rappelle juste que je me souviens. Elle resta là, les poings serrés, respirant bruyamment. Tu es cruel. Non, dis-je, en m'approchant. Je suis précis. Je la dépassai et montai les escaliers,
calme comme jamais. Dans le silence de notre chambre, je vérifiais mon téléphone. Marc avait envoyé un message, je l'ai. Rendez-vous demain seul. Je fixais le message pendant une longue seconde. Puis j'ai verrouillé mon téléphone et l'ai posé sur la table de nuit. En bas, je l'entendis verser un autre verre de vin, mais peu importait. Le temps pressait et Jean avait fini de la laisser écrire le scénario. Le parking souterrain était presque vide. Juste le faible écho de pneus lointains et le scintillement occasionnel des lumières à détecteur de mouvement qui s'allumaient et s'éteignaient. Niveau B2, niché sous un complexe de bureaux tranquille au sud de Lyon, le genre d'endroit où les secrets pouvaient respirer. Marc était déjà là quand je suis arrivé, appuyé contre une Civic abîmée, les bras croisés, sa capuche bien serrée. Ses yeux étaient fatigués mais fixés. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur et je suis sorti. L'air était plus frais là-bas, toujours dense. Le genre d'air où les gens se passent des choses qui changent des vies. « Vous êtes seul ?» demanda-t-il. J'ai hoché la tête. « Vous l'avez apporté. » Il tendit la main dans son sac et en sortit une épaisse enveloppe Kraft. Pas de numérique, pas de lecteur partagé avec un mot de passe. Du papier. Bonne idée. Il me la tendit sans un mot. J'en sentis le poids dans mes mains avant même de regarder à l'intérieur. C'est tout ce que j'ai demandé. Il hocha la tête. Email, document RH, rapport officiel de licenciement, même les plaintes initiales qui ont déclenché l'enquête. Et tout cela pointe vers Sophie et Dubois. Plusieurs témoignages. Un incident filmé par une caméra. Pas de son, mais il est clair ce qui se passe. J'ai ouvert l'enveloppe juste assez pour voir l'entête de l'entreprise sur la première page. C'était réel, filigrane, tampons officiels, emails horodatés, même un fil de discussion Slack imprimé. Le genre de détail qui ne pouvait pas être falsifié, elle a été négligente, ajouta Marc. Ils le sont toujours quand ils se croient intouchables. J'ai refermé l'enveloppe et les regardé. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Cela pourrait se retourner contre vous. Il haussa les épaules. J'ai déjà posé ma démission. Cet endroit est un désastre. Et honnêtement, après ce qu'elle m'a fait pendant mon divorce. Cela semble équilibré. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a dit à mon ex que je la trompais, elle a dit qu'elle avait accidentellement vu des messages. Il n'y avait pas de message, mais ça a aidé mon ex à m'avoir au tribunal. J'ai tout perdu. Mon enfant, même mon putain de chien. Je le regardais. Il esquissa un sourire amer. Alors, oui, considérez cela comme un retour de bâton attendu depuis longtemps. Il y eut un long silence. Vous allez bien? Demanda-t-il. J'ai hoché lentement la tête, agrippant toujours l'enveloppe. Oui, je vais bien. Vous avez tout ce dont vous avez besoin maintenant, dit-il en reculant. Mais écoutez, si vous avez l'intention de la pulvériser, soyez juste intelligent. Faites-le proprement. Je regardai à nouveau l'enveloppe. Mes doigts étaient stables. Ma respiration régulière. J'ai attendu tout ce temps, dis-je. J'attendrai une semaine de plus si c'est ce qu'il faut. Marc fit un signe de tête discret, puis se retourna, monta dans sa voiture et partit. L'écho de ses pneus s'estompa sur la rampe en béton. Et je suis resté là, immobile, l'enveloppe calée sous mon bras comme si elle pesait plus que sa bague n'avait jamais pesé. De retour dans la voiture, je ne suis pas rentré tout de suite. Je suis resté assis, fixant le tableau de bord lumineux, pensant à la vitesse à laquelle les choses peuvent changer quand on arrête de jouer en défense. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je n'avais plus l'impression d'être coincé. J'avais quelque chose qu'elle n'attendait pas. La preuve. Et plus important encore, le temps. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de la prendre en flagrant délit de mensonge. Il s'agissait de choisir le moment de lui faire sentir le sol se dérober sous ses pieds. Non pas par colère, pas même par vengeance, mais par clarté. Et je savais exactement où ce moment serait. L'invitation était arrivée des mois auparavant, bien avant que le déclin ne commence. Mon meilleur ami d'université, Étienne, allait se marier. Cérémonie dans le jardin, petite liste d'invités, guirlandes lumineuses et discours au coin du feu. Une célébration de la simplicité, de personnes qui se choisissent pleinement sans stratégie ni performance. Cela aurait dû être rafraîchissant. Mais avec Sophie maintenant debout à mes côtés, souriante comme si rien dans notre monde n'était fissuré.
Cela ressemblait à marcher dans un labyrinthe de miroirs. Tout semblait beau, mais rien n'était réel. Elle s'accrochait à mon bras comme si elle était encore ma femme dans tous les sens du terme. Riant avec les demoiselles d'honneur, complimentant la décoration, aidant même la mère d'Étienne avec la table des gâteaux. On aurait dit que nous étions le couple parfait. Tout le monde, sauf moi et peut-être Étienne. Quand nous sommes arrivés, il m'a tiré à part. « Eh, mon vieux, tu vas bien ?» Je lui ai donné un signe de tête poli. « Bien sûr, tu as assez de choses à gérer aujourd'hui. » Il m'a étudié une seconde de plus que nécessaire, puis a souri. « Eh bien, tu es bien habillé. Elle a toujours aimé tes costumes. Elle a bon goût en matière d'emballage, répondis-je. Il cligna des yeux, puis gloussa, un peu confus. D'accord. Eh bien, content que tu sois là. Je le regardais partir, heureux, libre, croyant toujours en ce que je croyais autrefois. Sophie revint un instant plus tard, les joues rougies par la socialisation. J'adore cet endroit. C'est tellement nous, n'est-ce pas? Je jetai un coup d'œil au jardin douillet, aux tables en bois, aux bougies et aux bocaux maçonnes, aux petites pancartes indiquant aux danses et aux boissons. Tout cela était doux, chaud, intime. J'ai hoché la tête. C'est parfait. Elle sourit, toucha légèrement ma main. Faisons en sorte que cette soirée soit bonne, d'accord? Juste pour une fois, ne nous battons pas. Je ne répondis pas tout de suite, je tins juste son regard. Elle n'en avait aucune idée, et j'étais fatigué de faire semblant qu'elle pourrait en quelque sorte deviner. Alors, j'ai hoché la tête à nouveau doucement. D'accord, juste pour ce soir. Et je le pensais. Parce que ce soir n'était pas pour se battre. Ce soir était pour le silence, pour l'immobilité, pour la laisser se prélasser dans sa version soigneusement construite de notre mariage une dernière fois. Je l'ai regardée flotter autour de la réception comme une hôtesse à son propre événement, racontant des histoires, ajustant des serviettes, prenant des selfies avec de vieux amis que nous n'avions pas vus depuis des années. Elle était radieuse. C'est ce qui la rendait si dangereuse. Parce que si on ne savait pas mieux, on aurait pu croire qu'elle était l'héroïne de notre histoire. La femme qui soutenait son homme, l'épouse loyale, le lien social. Et si je n'avais pas vu cette enveloppe craft de mes propres yeux, je l'aurais peut-être cru, moi aussi. Le soleil commença à se coucher et les guirlandes lumineuses s'allumèrent. Une version acoustique douce de Can't Help Falling in Love jouait tandis que les couples s'engageaient lentement sur la piste de danse. Sophie me tendit la main. Viens, une chanson pour le bon vieux temps. Je la laissai me tirer. Ses mains reposèrent sur mes épaules comme un réflexe musculaire. Sa tête s'inclina légèrement vers la mienne. Pour quiconque nous regardait, nous avions l'air amoureux. Mais en moi, il n'y avait que du calme. Pas de rage, pas de chagrin, juste une compréhension tranquille et ancrée que ce que nous étions autrefois était fini, et que demain elle le saurait aussi. Alors que la dernière note de la chanson s'estompait dans les rires et les tintements de verre, elle se pencha, m'embrassa la joue et murmura, « Tu vois, on va toujours bien ensemble. » J'ai souri, mais la vérité résonnait plus fort dans mon esprit que n'importe quel toast ou mélodie autour de nous. Nous n'allions pas bien ensemble. Nous avions juste cessé de bouger assez longtemps pour en avoir l'air. Et très bientôt, tout allait bouger à nouveau. Cela commença comme tous les autres toasts. Le père d'Étienne prononça un discours sincère sur la loyauté et la traversée des tempêtes. La sœur de la mariée fit des blagues sur les jeux d'enfance et les mauvais petits amis. Les verres tintèrent, les bougies vacillèrent. Tout le monde était pris par la chaleur de l'instant. Puis je me levai. Sophie me regarda et sourit comme si elle l'attendait. Elle glissa sa main sur mon bras, le serrant doucement, son signal. Va être le mari charmant maintenant. Je pouvais sentir sa respiration changer à côté de moi. Elle se préparait à des compliments, à un remerciement soigné, à quelque chose de poli et de sentimental, quelque chose qui garderait son masque bien collé pour le reste de la nuit. Au lieu de cela, j'ai tapoté le côté de mon verre avec une fourchette. Une fois, deux fois, la pièce se calma dans le doux et obéissant silence des gens qui attendaient de la joie. J'aimerais dire quelques mots, dis-je, stable, mesuré. Ma voix ne trembla pas. Ma main ne trembla pas. Sophie se pencha légèrement, attentive. Je me tournai vers Étienne, puis vers la foule. Les mariages sont une belle chose. Ils nous rappellent ce que cela devrait signifier de choisir quelqu'un. Pas une seule fois, pas pour le spectacle, mais chaque jour. Quelques hochements de tête,
un doux murmure d'accord. Je vis la mère de la mariée s'essuyer les yeux. Je continuai. Et quand deux personnes s'engagent dans le mariage, elles apportent tout avec elles. Le meilleur, le pire, les rêves, les fissures, et elles promettent d'affronter cela ensemble. C'est le vœu. C'est le contrat. Le sourire de Sophie était figé maintenant, incertain. Ses doigts tressaillirent sur le pied de son verre. Mais parfois, continuai-je. Une personne dans ce partenariat cesse de choisir. Peut-être pas d'un coup. Peut-être discrètement, une décision à la fois. Une blague qui blesse un peu trop profondément. Une vérité enfouie sous le charme. Une trahison cachée derrière l'ambition. Je la regardais alors directement. Aucune émotion, aucune rage, juste la vérité. Enfin debout. La bouche de Sophie s'entr'ouvrit légèrement comme si elle voulait m'interrompre, mais ne savait pas comment sans trahir ses intentions. Je levai mon verre. Alors ce soir, je veux porter un toast. Non seulement aux mariés, mais à moi-même, à la clarté, à la dignité et à la fin de la mascarade. Puis je souris au nouveau départ sans mon ex-femme. Une épingle aurait pu tomber sur le béton. Le jardin entier se tut. Les fourchettes restèrent en l'air. Les bouches restèrent ouvertes. Et pour la première fois, la nuit n'appartenait pas aux histoires d'amour. Elle appartenait à la vérité. La chaise de Sophie racla en arrière. Elle me regarda fixement, le visage livide, la panique rampant sur ses traits comme la chaleur. « Qu'est-ce que tu fais » murmura-t-elle, s'approchant. Je ne répondis pas. Je plongeai la main dans ma veste et en sortis l'épaisse enveloppe Kraft. Je la tins devant elle. À l'intérieur, nos papiers de divorcé, très opportunément, le dossier complet de votre aventure au bureau, rapport RH, email, date, capture d'écran. J'ai pensé que vous voudriez une copie. Des halètements de la foule. Les gens essayaient de ne pas regarder, mais ils le firent. Chaque tête se tourna, chaque œil se fixa. Les mains de Sophie tremblèrent en m'arrachant l'enveloppe. Tu as planifié ça au mariage de quelqu'un d'autre? Tu as planifié ta performance? Je dis, je lui donne juste une fin honnête. Tu es un monstre, siffla-t-elle. Non, répondis-je, la voix calme. Je suis juste enfin fatigué d'être ton accessoire. Elle regarda autour d'elle, réalisant que personne ne se précipitait à sa défense. Juliette était près de la table des gâteaux, pâle. Même Grégoire baissait les yeux, la mâchoire serrée. Les invités ne savaient pas quoi faire. Regarder. Partir. Et Sophie, autrefois le centre de l'attention, était maintenant exposée sous le feu des projecteurs de quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler. Elle tenta une dernière tactique. Une larme, une vraie. Thomas, s'il te plaît, on n'est pas obligé de faire ça comme ça. Mais je n'étais pas cruel. Je ne criais pas. Je ne me moquais pas. J'ai juste dit, non, mais je le fais. Puis je me tournai vers Étienne, qui n'avait pas bougé. Je suis désolé d'avoir gâché votre moment, mon vieux. Vraiment. Mais c'était la seule scène qu'elle respecterait. Il hocha lentement la tête, respectueusement. Compris. Et avec cela, je partis le long de l'allée destinée à un autre couple, devant les invités qui chuchotaient encore derrière des serviettes, dans l'air nocturne où le silence semblait enfin mérité. Pas vide, pas froid, juste propre. À l'intérieur, elle restait là, serrant l'enveloppe comme une bouée de sauvetage qui s'était transformée en brique. Et pour la première fois, je savais qu'elle le ressentait enfin. L'histoire n'était plus la sienne. C'était la mienne. Elle est revenue le lendemain matin. Je l'ai entendue avant de la voir. Des clés qui s'en mêlent. La porte qui grince en s'ouvrant comme si elle s'excusait pour elle. Elle est entrée discrètement comme si le volume pouvait annuler ce qui avait déjà été dit devant 100 témoins. Je ne me suis pas levé. J'étais assis dans le salon, buvant mon café, faisant défiler des titres que je ne lisais pas. Quand j'ai levé les yeux, elle était là. Les mêmes vêtements de la veille. Maquillage taché, yeux gonflés. Ses talons avaient disparu. Elle portait maintenant des chaussures plates, comme si elle ne voulait plus se tenir droite. Elle tenait l'enveloppe à deux mains. J'ai tout lu, dit-elle, la voix rauque. J'ai hoché la tête. Je m'en doutais. Elle s'est avancée lentement, a posé l'enveloppe sur la table basse entre nous. Le silence s'étira. J'ai fait une erreur, dit-elle.
J'ai failli rire. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste pris une autre gorgée de café et je l'ai fixé. Tu continues à dire ça comme si ça devait signifier quelque chose. Elle a grimacé. Si. Thomas, j'ai tout perdu. Le travail, la promotion, les relations, et maintenant toi. Je n'ai pas tressailli. Tu ne m'as pas perdu. Tu m'as dépensé, un retrait calculé à la fois. Elle s'est assise en face de moi, les genoux serrés, les mains jointes. J'essayais de construire quelque chose, murmura-t-elle. De progresser, d'être enfin vu dans cette industrie. Je pensais que si je pouvais juste monter assez haut, nous en bénéficierions tous les deux. Tu serais fier. J'ai secoué lentement la tête. Tu ne construisais rien. Tu brûlais des ponts et tu espérais que je ne verrais pas la fumée. Ses yeux se remplirent à nouveau. Je ne voulais pas t'humilier. Tu ne voulais pas. Tu m'as appelé ton colocataire. Sa bouche s'ouvrit, mais il n'y avait plus rien à dire. Le silence le remplit pour elle. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux. Tu sais le pire, demandai-je doucement. Elle leva les yeux. J'attendais toujours que tu me regardes comme si j'avais de l'importance à nouveau. Pas comme un obstacle, pas comme un remplaçant pendant que tu grimpais. Juste comme ton mari, comme le gars avec qui tu voulais gagner autrefois. Des larmes coulaient sur ses joues. J'avais peur d'échouer, de ne pas être assez. Alors, tu as choisi d'échouer avec quelqu'un d'autre en secret. Au lieu d'essayer de réussir avec moi au grand jour, elle s'essuya le visage, secouant la tête. J'avais tort. Oui, dis-je. Tu avais tort. Il n'y avait aucune victoire là-dedans. Aucun plaisir. Juste le poids clair de la vérité prononcée à voix haute. Elle fixa le sol, la voix faible. Tu me détestes? Non, dis-je, je ne te fais juste plus confiance. Cela frappa plus fort que la colère n'aurait jamais pu le faire. Je ne m'attends pas à ce que tu me reprennes, murmura-t-elle. Je sais qu'il est trop tard pour ça. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. J'ai hoché la tête. Tout le monde fait des erreurs, Sophie. Elle leva les yeux presque pleines d'espoir, mais tout le monde n'en tire pas les leçons. L'espoir disparut. Elle se leva lentement. Que se passe-t-il maintenant? J'ai rempli les papiers. Nous partageons les choses proprement. Tu trouves ton propre endroit. Elle hocha la tête. Ne discuta pas. Ne supplia pas. Elle a juste ramassé son sac à main et s'est dirigée vers la porte. La main sur la poignée. Elle se retourna une dernière fois. Je t'aimais vraiment. Je tins son regard. Alors peut-être qu'un jour tu comprendras à quoi cela aurait dû ressembler. Elle partit. Pas de porte claquée. Pas de supplication dramatique. Juste le calme et la paix. Pour la première fois depuis des années, la paix. Une semaine passa. L'histoire avait cessé de faire du bruit. Plus de messages d'elle. Pas d'appel. Juste le silence. Le genre qui ressemble à une page blanche, pas à une page vide. Les papiers de divorce avaient été déposés. La bague était dans un tiroir que je ne comptais plus ouvrir. J'étais assis en face d'Étienne dans un café du centre-ville, un terrain neutre. Il remuait lentement son café, comme il le faisait toujours quand il était sur le point de dire quelque chose de sérieux. Alors, dit-il, tu l'as vraiment fait. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas exactement comme ça que j'avais prévu de soutenir ton week-end de mariage. Il esquissa un sourire narquois. Oui, le toast était inoubliable. J'ai soupiré. Je suis désolé pour la scène. Ce n'était pas juste pour toi ou Élise. Il fit un geste de la main. Mon vieux, même pas. Ce qu'elle a fait? C'était la scène. Tu as juste refusé de rester assis tranquillement. J'ai regardé par la fenêtre. Des gens passaient par deux, suivant des routines, vivant des vies qui ne s'étaient pas brisées. Elle t'a recontacté, demanda-t-il une fois. Elle a dit qu'elle voulait rendre quelques livres. Et je lui ai dit de les garder. La personne qui les a empruntés n'est pas celle qui les ramène. Il rit sous son souffle. Froid. Propre, corrigeai-je. J'en ai fini de porter un poids qui ne bouge pas avec moi. Il hocha la tête, puis fit une pause. Tu vas bien? Je pris un moment avant de répondre. Je ne vais pas bien,
Mais je suis libre. Plus tard ce soir-là, j'ai rencontré Marc dans un petit bar de l'est de la ville. Il était déjà là, 2 verres dans le nez, assis dans une cabine à l'arrière avec la posture décontractée de quelqu'un qui a connu des jours pires. Il me vit et leva son verre au cou net. Je m'assis, levai mon verre, et bas celui qui l'a rendu possible. Il gloussa. Honnêtement, je n'étais pas sûr que tu irais jusqu'au bout. J'ai failli ne pas le faire, avouai-je, mais ensuite je me suis souvenu de la version de moi-même que j'avais laissée derrière moi pour maintenir son rêve en vie. Il me regarda soudainement, silencieux. Oui, je connais ce gars. Nous sommes restés dans le calme d'une compréhension partagée pendant un moment. Puis il se pencha. Les RH ont découvert que j'avais partagé les documents. Je me tendis. Sérieusement? Il hocha la tête. Je n'ai même pas nié. J'ai juste dit que j'en avais marre de voir de bonnes personnes se faire marcher dessus. Ils t'ont viré? Non, sourit-il. Ils m'ont proposé un transfert. Ville différente, nouvelle équipe, nouvelle page. C'est bien. C'est parfait, dit-il. Parfois, perdre le mauvais emploi fait de la place pour le bon genre de vie. Je levai à nouveau mon verre. À ça, il fit teinter son verre contre le mien, puis sourit. Vraiment sourit pour la première fois depuis que nous nous étions rencontrés. Certaines dettes, dit-il, ne se paient pas en argent. Elles sont karmiques. La mienne est payée en totalité. Nous restâmes en silence après cela. 2 hommes qui avaient traversé des tempêtes différentes mais reconnaissaient le même genre de pluie. Et en quittant le bar cette nuit-là, je réalisais quelque chose. Je n'avais pas seulement quitté un mariage brisé. J'étais revenu à moi-même. Et cette fois, je ne demandais pas la permission d'exister.